Bonsoir à tous, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une ce soir, en cette fin de semaine marquée par la rentrée des classes, les nouvelles réformes en vue dans le secteur éducation. Vous êtes nombreux à avoir réagi. Ce soir, on poursuit le débat. Vous nous direz si vous êtes pour ou contre. Nos invités aussi. L'actualité ce dimanche, c'est aussi le retour du débat sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle ivoirienne. Faut-il, oui ou non, remettre dans la Constitution la limite d'âge pour les candidats? Vous pourrez réagir dans le live de cette émission sur les réseaux sociaux ou en appelant au 27 21 59 91 00. En plateau avec moi ce soir, Antoine Assalé Timoko, journaliste député maire d'Etia Salé. Docteur Eddy Brice Miapia, il est enseignant, par ailleurs écrivain. Augustin Couillot, journaliste, rédacteur en chef du journal Notre Voix. Arthur Bangaï, il est historien, analyste politique. Docteur Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Enfin, Félix Boni, qui est journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. L'annonce de plusieurs réformes pour améliorer le système éducatif suscite réactions et commentaires dans l'opinion publique. L'une de nos équipes a requis l'avis de parents d'élèves et les concernés eux-mêmes au sujet notamment du retour à la dictée classique, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre et le retour des coefficients par discipline. Je vous propose de voir ce sujet de Yeli Traoré et d'Aruna Zeba et on en parle juste après. Pour redorer le blason de l'école ivoirienne, terni notamment par une baisse de niveau des élèves dans l'enseignement public dans le pays, la ministre de l'Éducation nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour atteindre cet objectif, des états généraux de l'éducation sont en cours pour poser le bon diagnostic. D'ores et déjà, des réformes majeures sont annoncées, dont le retour de la dictée classique, au grand bonheur d'élèves et de parents. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avant, on faisait jouer la dictée avec les fautes de corriger. Maintenant, quand on donne l'autre dictée, ça nous permet de plus améliorer notre niveau, quoi. Sans dictée, là, on va où? On dit non, j'ai un master en temps, j'ai un souci là, mais tu peux même pas faire un rapport. C'est tout fait les fautes. Nos enfants ne savent maintenant que parler, ils ne savent plus conjuguer, ils ne disent que ce qu'ils entendent. Alors, monsieur, très rapidement, succinctement, je vous rappelle ces grandes réformes initiées par la ministre Maria Toukone. 1, le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline français-mathématiques, 3, anglais 2 et les autres 1 au premier cycle, l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Il faut avoir désormais soit 10 sur 20 ou 5 sur 10. La répartition du temps d'apprentissage, 50% pour le français, 40% pour les maths et 10% pour le reste des matières, la gratuité du recrutement au CP1 au préscolaire, l'organisation de compositions programmées et compositions mensuelles au niveau de la circonscription, l'instauration de 3 années de formation dans les CAFOP, l'interdiction de vente de documents dans l'enceinte de l'école, l'interdiction des cotisations, enfin l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Parmi ces réformes, il y en a qui ont suscité la polémique, notamment le retour aux coefficients, également le retour de la dictée. Parmi les débatteurs sur ce plateau la semaine dernière, notre invité Arthur Banga estimait que ces réformes-là, finalement, ne favorisaient pas certains élèves. Et on en a trouvé des personnes sur les réseaux sociaux qui ont fait le débat, qui ont estimé que il fallait encourager ces réformes. Quel est votre point de vue ce soir, Antoine Assalé Timoko? Bien, moi je pense que le système éducatif d'un pays est le reflet de la vision des dirigeants de ce pays. Tout est une question de l'objectif qu'on veut atteindre avec l'école. Est-ce qu'il s'agit juste de mettre des gens à l'école pour leur apprendre à lire, à écrire et puis sortir du système sans qu'ils apportent leur savoir-faire au pays, ou bien de construire un développement qui est assis sur une vision très claire et qui est construit par l'école qu'on veut mettre en œuvre pour pouvoir demain relever les grands défis de développement. Il est constant que depuis une dizaine d'années, depuis même presque une vingtaine d'années, le niveau de l'école ivoirienne progressivement a chuté. Le constat est fait par nous tous. Sur le terrain, dans les entreprises où nous travaillons, nous voyons que chaque année, le niveau baisse. Il était donc question qu'une prise de conscience soit faite et que les autorités prennent des décisions. Alors, il semble que la nouvelle ministre a décidé d'agir. Des états généraux ont été lancés. Dans la foulée, ces réformes ont été publiées. Je dois dire que
en tant que membre de la task force sur l'éducation par rapport aux frais COGES, nous avons travaillé récemment à Bassam sur des questions qui concernent les réformes en question. Et beaucoup de choses ont été décidées au cours de ces rencontres-là, qui sont extrêmement importantes pour l'école ivoirienne. Et donc, les éléments que vous venez de citer là, moi, ça ne m'étonne pas parce que nous avons travaillé un peu sur les questions avant que ça soit rendu public avec des arrêtés, des projets d'arrêtés interministériels et ministériels qui ont été proposés à la signature des autorités. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord pour ces réformes-là, surtout pour que les enfants retrouvent leur capacité à s'exprimer. Parce qu'on a commencé à avoir une sorte d'élèves hybrides qui ne savent ni parler en français, ni être forts, qui ne sont même pas forts en mathématiques. Donc on ne sait pas dans quelle catégorie les classer. Et ils vont de classe en classe sans que leur niveau intrinsèque ne corresponde aux classes qu'ils occupent. Et donc il était clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'État a pris conscience et revient aux normes. Je ne peux que saluer cela. Docteur Niapia. Merci. Il faut voir le contexte général de ces réformes. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, nous sommes vraiment très heureux. Il faut prendre l'article 10 de la Constitution, qui stipule à son article 3 que l'État mène le système éducatif selon les normes internationales de qualité et en rapport avec le marché de l'emploi. Lorsque vous prenez les normes internationales de qualité, l'effectif par classe maximum prescrit par l'UNESCO, c'est 40 élèves. Donc, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont annoncées. Nous ne sommes pas encore à l'étape des réformes. Ça, c'est juste des mesures qui sont annoncées. Les vraies réformes vont venir après. Donc, nous saluons d'abord ce qui est fait, mais c'est loin de ce qui doit être fait. Pourquoi? Vous prenez l'avant-dernier rapport du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs d'Afrique. Vous prenez 100 élèves titulaires du CEPE en Côte d'Ivoire, il y a 72% qui n'ont pas le niveau en mathématiques et 65% qui n'ont pas le niveau en lecture. Et vous prenez ça sur 10 ans, vous allez constater le mur dans lequel nous allons. Donc aujourd'hui, on décide de mener des réformes, mais nous disons encore qu'on n'est pas encore aux réformes, c'est juste une série de mesures. On est bien d'accord. Voilà. Mais l'annonce de ces mesures déjà a suscité le débat, donc on le fait. Oh oui, c'est bien, mais restons vigilants pour aller au-delà de l'effet d'annonce. Il y a des questions de fond qui n'ont pas été abordées dans ces mesures, notamment la limitation du nombre d'élèves par classe. Et tant que ça, ce n'est pas fait, on pourra prendre toutes les mesures. Je ne pense pas qu'on puisse bouger qualitativement. Augustin Couillon, vous saluez ces réformes? Oui, je suis d'accord avec les réformes. Parce que personne ne peut valablement s'opposer à des réformes. Parce que l'essence des réformes, c'est d'améliorer. On ne peut pas réformer pour régresser. Maintenant, ma question se trouve principalement au niveau de la méthode. À savoir qu'on a lancé des états généraux de l'éducation. Et ces états généraux sont censés se dérouler sur 6 mois. En tout cas, les 6 mois ne sont pas encore finis. Et ça a été ouvert en grande pompe. Et je me rends compte que des mesures sont prises. Pour l'instant, pas totalement communiquées à l'ensemble. Mais je crois qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont connues. Et je me demande ce que ces mesures vont devenir quand les résultats des états généraux seront connus. Personnellement, il y a certaines mesures que je n'approuve pas, notamment le retour des coefficients. Je n'approuve pas parce que, en tout cas au premier cycle, je n'approuve pas parce que j'estime que sur ce point, il faut que toutes les matières se valent. Et après la troisième, ceux qui sont très forts en dessin iront dans les structures qui vont mieux les encadrer. Des gens qui sont forts en poésie iront peut-être en littérature. Mais déjà, à partir de la 6e, instaurer, revenir aux coefficients. Moi, quand j'étais à l'école, au collège, il y avait des coefficients. Mais je peux vous dire que ce n'était pas du tout bien en tout cas, pour moi, parce que, par exemple, les mathématiques avaient coefficient 4 à partir de la 3e, à partir de la 4e, et certaines matières avaient coefficient 1. Je ne sais pas sur quelle base on peut favoriser, on peut donner 4 de coefficients aux mathématiques et 1 de coefficients, par exemple, à l'expression écrite ou à l'expression orale. J'estime que c'est une bonne chose de faire des réformes, mais
Personnellement, il y a des réformes que je n'approuve pas. Mais bon, c'est pas mon idée, enfin, mon avis à moi qui compte forcément. Mais j'aurais voulu vraiment que pour la méthode, qu'on attende les résultats des États généraux. À partir de ce moment, tout ce qui est engagé, je ne dirais pas que ça va satisfaire tout le monde. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais au moins ce sera les éléments de consensus qu'on aura obtenus. Très bien. Docteur Sylvain Nguessan, pour ou contre ces réformes, pour ou contre le retour au coefficient notamment? Je suis entièrement d'accord pour le retour au coefficient et je suis entièrement d'accord pour ces réformes, même si il va falloir attendre peut-être la fin de la procédure pour qu'on puisse avoir des décisions finales. Pourquoi? Depuis les années 60, l'école ivoirienne n'a jamais répondu aux aspirations des Ivoiriens. Ça se fort quand même, hein, non, nous sommes restés à cueillir le cacao, à faire sécher les sèves, ma famille dans le cacao. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'école n'a pas été une priorité depuis les années 60. Elle a été une priorité, mais elle n'a pas répondu aux aspirations des Ivoiriens. D'accord. Jusque-là, on n'a pas pu transformer... C'est importante. Oui, on n'a pas pu transformer les sèves de cacao en Côte d'Ivoire. Le café, non. En 77, dit-on, le pétrole a été découvert en Côte d'Ivoire. Les écoles d'Amsoko étaient censées nous trouver, former des jeunes, avoir les compétences techniques, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse répondre à cette aspiration. Dernièrement, la découverte qui a été faite, on a lu tout sur les journaux que la Côte d'Ivoire aura 10% parce que ceux qui ont fait les recherches devraient retirer les fonds qu'ils ont investis dans les recherches. Alors, donc la Côte d'Ivoire n'a pas encore pu... Les 10%, c'était Une estimation peut dire. Non, même pas une estimation. C'était un commentaire libre d'un citoyen. Toujours est-il que ce ne sont pas des Ivoiriens qui ont fait cette découverte. Donc la compétence technique, elle nous échappe encore. Posons la question, quels sont les challenges auxquels la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui? On trouvera. En Afrique de l'Est, ils en sont déjà à 9, 10, 11 hectares, 11 tonnes à l'hectare de riz. Ici, c'est 2, 3, 4. Dernièrement, le Burkina a lancé son projet satellitaire. Le Rwanda également, le Ghana a son deuxième projet satellitaire. Où en est la Côte d'Ivoire? Donc aujourd'hui, la menace terroriste, comment la contenir? Tous les challenges auxquels on fait face aujourd'hui, et de vous à moi, toutes les recherches ont montré que dans 3 ans, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. À la où nous détruisons la forêt. Comment on assure la transition économique? Donc on le veut faire, je suis un plus produit des lettres. Voilà. Je suis un plus produit des lettres. Ce n'est pas un mathématicien qui est en train d'encenser. Mais les défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui sont intimement liés aux sciences dites exactes. Donc l'État doit encourager ces matières dans un premier temps. Si une génération arrive à faire face à ces challenges, ceux qui viendront à part, la Côte d'Ivoire cherchera peut-être à fabriquer 10 000 Asalfo, 30 000 Drogba, etc., etc. Mais pour le moment, nous avons besoin de mécaniser notre agriculture. Nous avons besoin de transformer, de conserver ce que nous produisons. Imaginons, je vais peut-être arrêter là, que dans les laboratoires ivoiriens sorte aujourd'hui une formule chimique qui permet de conserver la banane sur 3 ans. Vous imaginez un peu les incidences sur le marché. Conserver pendant 3 ans, ça veut dire que dans les plantations de bio, de meyagi, de gueyo, les bananes ne pourriraient plus. Ce que nous n'arrivons pas à faire présentement. Quel est le taux de financement du CNRA? La dernière recherche que j'ai faite, la Côte d'Ivoire consacre, jusqu'en 2016, les derniers chiffres que j'ai trouvés se limitent à 2016, la Côte d'Ivoire consacrait 0,1% de son PIB aux recherches et développement. Non, c'est minime. Il faudra passer au-delà. Je suis entièrement d'accord pour le retour des coefficients. Arthur Manga, la semaine dernière, vous vous êtes largement exprimé sur ce sujet. Vous maintenez votre position ou en une semaine, vous avez revu votre position? Au contraire, tout ce que j'entends là me conforte dans ma position. Pourquoi et je vais m'expliquer. D'ailleurs, je vais répondre rapidement à certaines choses qu'ont dit le docteur Sylvain Nguessan, qui ne sont pas tout à fait correctes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays qui transforme le plus de fèves de cacao. Ça fait 2 ans qu'on est passé devant les Pays-Bas. Donc, il faut revoir. La DRAO a créé le riz Nerica depuis 2009. C'est en Côte d'Ivoire ici, à Bouaké. Ils ont fait ça. La tiéké déshydraté, la Côte d'Ivoire le fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'inventions. Il faut peut-être qu'on regarde de plus près. Je peux être d'accord qu'on me dise que ces inventions ne sont pas vulgarisées, mais il y a beaucoup d'inventions. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de scientifiques. Il n'y a pas un domaine de science où vous n'allez pas avoir d'Ivoiriens. D'ailleurs, les maîtrises en miné-géo qui vont se retrouver à passer le concours de sous-officiers de police, il y en a des tonnes comme ça, on peut en sortir. Donc, on n'a pas de problème de scientifiques. Donc, toutes ces compétences-là sont essentiellement issues du système, avec les coefficients notamment. Non, je reviens. Attention. J'ai entendu ça, j'ai entendu les gens me demander, mais c'est le système qui a produit. Quand Victor Hugo écrivait Les Misérables, il habitait Place des Vosges à Paris, mais il a écrit Les Misérables. Donc, c'est pas parce que ce système-là m'a produit. Moi, j'avais la chance d'être fort en certaines matières, en maths, en français, en histoire. Donc, c'est pas parce qu'il m'a produit qu'il est parfait. Mais je reviens aux coefficients. Il faut qu'on comprenne les coefficients.
les gens disent la loi. Quel est le rôle du collège en Côte d'Ivoire? Le rôle du collège en Côte d'Ivoire est défini par la loi. La loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995, en son article 36, dit ceci de très clair. Le cycle d'enseignement secondaire, le premier cycle de l'enseignement secondaire est un cycle d'approfondissement et de formation générale. Il n'est pas un cycle de pré-spécialisation ni de spécialisation. Ça arrivé au lycée. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient au collège, on ne vient pas spécialiser quelqu'un. La Côte d'Ivoire dit, moi, mon collège, c'est pour donner un enseignement général et à permettre à tous les talents de s'exprimer. Ceux que je vais spécialiser, je vais les spécialiser au lycée. Voilà pourquoi, après cette loi de 95, la décision a été prise, mais ils n'ont pas osé. Ils sont arrêtés au collège. Et ils sont allés plus loin en 2002, et le texte de 2002 a dit ce que je n'avais pas encore le texte, mais je le disais déjà. Il a dit ceci, que 3 objectifs qui ont ramené la mondialisation des coefficients. 1. Supprimer la discrimination entre les disciplines du premier cycle. Et j'ai expliqué la dernière fois comment ça tue des gens. Je suis arrivé le lundi, je vais le citer, Kwame Alourine, le seul acaniste en activité. Il m'a dit, mon petit, merci. Parce qu'avec les coefficients, j'allais être un déchet scolaire. Le monsieur passait tout le temps au collège avec 9 de moyenne. Puisque le monsieur, il a 4 en maths, il a 3 en physique. Mais on veut forcément qu'il fasse des maths et des physiques. Heureusement pour lui, il s'en sortait en histoire géo et en français. Imaginez-vous sur les 100 qui s'en sortaient en musique et en sport. Il était renvoyé. Il a dû arriver au lycée pour faire ouf et prendre plaisir. Aujourd'hui, c'est le seul professeur titulaire en Akan. On l'aurait perdu. On l'aurait perdu. C'est ça les dangers du coefficient. Deuxième chose, permettre à tous les talents de s'exprimer sans complexe, réduire les taux d'échec scolaire et de redoublement. Le coefficient accroît les taux d'échec scolaire. Je le dis bêtement. Un enfant qui a 18 en maths, il n'a plus d'efforts à faire. Est-ce qu'on voit l'injustice du coefficient? Pourtant, qu'elle a 18 en a, s'il a même 8 en maths, même il est dehors. Donc, le taux d'échec scolaire est lié au coefficient. Non, ils ont été tous contre le coefficient. Laissez-moi expliquer, j'ai fait des recherches. Oui, allez-y. Voilà. Deuxième chose, on me dit, ça continue hein, avec le programme de 2010, 2009, 2013 est resté dans le même esprit, mais ça épouse l'esprit du président de la République avec la politique scolaire obligatoire qui est constitutionnelle. Parce que l'idée de cette politique scolaire obligatoire, c'est quoi? C'est de dire que tous les enfants de Côte d'Ivoire, de 0 à 16 ans, donc du CP en 3e, doivent être au collège. Ils ne doivent pas être ailleurs. Le collège doit leur donner la même éducation, la même formation. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent l'entendre. Mais si vous mettez ceux qui sont nuls en art dehors, comment ils vont entendre ce discours-là? Comment ils vont l'entendre? Mais plus grave, regardez, on s'appuie tout sur le document du PASSEC. Mais l'INEPSI, c'est là. Le document du PASSEC dit les enfants arrivent en 6e sans lire. Et toi, pour les faire lire, tu augmentes le coefficient en français, mais tu les tues. Ce n'est pas augmenter les coefficients qui font lire. Il n'y a aucun lien qui montre que les coefficients aident à progresser. Non, comme Eddy l'a dit tout à l'heure, c'est des conditions, l'enseignement, l'innovation pédagogique, le nombre de salles dans lesquelles, les clubs littéraires qu'on va créer à côté. C'est ça qui va permettre aux enfants de savoir lire. Pas... Quand tu augmentes les coefficients, au contraire, tu les frustres. Parce qu'il ne sait pas lire. Tu dis, comme tu ne sais pas lire, là, on augmente les coefficients. Mais il ne va jamais savoir lire. D'autant plus qu'on dit à 100 dans la classe. Le maître n'a même pas, le prof n'a même pas le temps de savoir s'il sait lire. Donc le prof, là, il s'occupe que de ceux qui savent. Il s'en fout de celui qui ne sait pas lire. Donc ce n'est pas ça qui va changer les enfants. Et comment pour corriger des enfants qui sortent du collège, du primaire, on agit sur le collège? Est-ce que vous voyez que c'est normal? On dit qu'ils ne savent pas lire qu'ils sortent de l'école primaire. D'accord, on vous a je vais terminer. Ma dernière chose là-dessus, c'est qu'aucun lien n'a été établi entre le coefficient et amélioré. Ça, c'est pour les coefficients. Deuxième réforme avec laquelle je ne suis pas d'accord. Bon, je suis d'accord que le passage doit être systématique, mais le passage doit être conditionné à 10 ou à 5. Pourquoi? Voilà, je m'explique. 10 ou à 5, il y a une logique. La moyenne. La moyenne, ça ne signifie rien à l'école. Chers parents, quand vous prenez le bulletin de vos élèves, ne regardez pas la moyenne. Vous n'allez jamais pouvoir tirer quelque chose de votre enfant. Parce que 10 de moyenne, ça signifie rien. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder chaque matière, les appréciations du prof et les recommandations du prof. C'est ça qu'il faut regarder. C'est là qu'on tire des enseignements. À quoi servent les appréciations du prof si l'élève en deçà de la moyenne, enfin, il est convenu de l'appeler la moyenne? Je vais vous dire, un élève qui vient, je ne pas un élève qui a 8 de moyenne, hein, il a 12. J'ai fait 3 devoirs. Il a fait 2 fois 12, 24. Il n'est pas venu au dernier devoir. Il a 8 de moyenne. Mais si ça veut dire que ce élève ne comprend pas? Non. Jamais dans mon bulletin, son absentéisme fait qu'il ne peut pas être en classe. Or, si le parent
Si le parent s'arrête à son simple 8, il va dire mon enfant ne comprend. Ton enfant comprend, mais il ne vient pas à l'école. Donc si tu regardes sa moyenne, tu ne vas pas savoir que le problème de ton enfant, je vais terminer, c'est important. Bon, ou bien comme on aura d'autres temps de parole, je vais terminer rapidement sur le dernier point, l'orientation, les moyens d'orientation. Il faut changer l'orientation en Côte d'Ivoire. Notre orientation est nulle. Quelqu'un qui veut faire des maths, j'ai mon ami Vass Diarasouba qui m'a expliqué son histoire. Quand j'ai fini de payer, mais tu as raison. Moi, Vass était en 3e. Vassiri Diarasouba, qu'on connaît bien dans le milieu de la jeunesse politique. Et quand j'étais en 3e, il a eu de très bonnes notes en maths et il a eu 4 en anglais. Il a repris la 3e. Mais c'est inutile. Et même quand il a repris, qu'aujourd'hui, je te dis good morning, il ne peut pas te répondre. Parce qu'il voulait faire des maths et des physiques. Il a déjà les moyennes pour ça. Mais pourquoi quelqu'un fait maths physique, on regarde sa moyenne en anglais? D'autant plus que quand il sera en seconde C, là, il va continuer de faire de l'anglais. Mais le principal pour lui, c'est de faire des maths physiques. On vous a bien compris, Arthur. Voilà. Félix Boni, vous n'avez pas encore réagi? Je n'ai pas encore réagi, mais... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a eu une sorte de précipitation, il fallait attendre d'abord la fin des États généraux avant d'annoncer ces réformes? Ah non, je pense que ces réformes peuvent être étudiées certainement aux États généraux, mais n'empêche qu'il faut les expérimenter et elles n'ont pas été prises à tout hasard. Je crois qu'il y a eu, avant que la ministre ne prenne ces mesures, il y a eu quand même les examens de fin d'année qui lui ont permis quand même d'avoir une vision, un regard sur les résultats avant de prendre ces dispositions. Quand on prend les résultats des examens de fin d'année, vous verrez un peu que cette année, après les dispositions prises pour essayer de mettre un peu de rigueur, on a vu qu'au niveau du bac, par exemple, il y a eu moins de 11% d'admis. Au niveau du BEP, c'est moins de 12% d'admis par rapport au taux de l'année passée. Et au CEP, moins de 43% d'admis. Ça veut dire que les consignes de rigueur ont certainement été appliquées et on a pu certainement faire un certain dépouillement au niveau des notes obtenues. Et je ne suis totalement pas du tout d'accord avec Arthur par rapport à j'ignorais les textes qu'il vient de lire je vais également les vérifier avec lui. Non, tu peux oui, évidemment, je vais les vérifier. Je sais également les sources de ces textes. Mais pour moi qui suis de la génération de Akoto Yao, et je suis également surpris par le grand frère Kouyo qui est mon aîné. Parce que s'il est mon aîné, ça veut dire qu'il a bien connu ce système auparavant. Génération Akoto Yao, comment il s'appelle, le ministre Alassane Salif Ndia et autres, Bamba Vamoussa, qui avions les coefficients. Je crois bien que ces coefficients même orientaient notre façon d'étudier. C'est-à-dire quand tu sais qu'il y a vous conditionnez, c'est un peu ce que oui, ça nous conditionnait. C'est-à-dire que je me dis que j'ai une obligation d'étudier pour avoir une certaine note en mathématiques, pour pouvoir passer en classe supérieure. J'ai une obligation de lire davantage pour pouvoir avoir de bonnes notes à dicter. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont aucun niveau parce que ces enfants ne lisent pas, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui les conditionne. J'ai 12 de moyenne en ECM, plus tel, 14 de moyenne en ECM, j'ai 15 de moyenne en EPS. Mais les coefficients viennent rendre l'éducation, viennent recadrer, orienter, rendre l'éducation objective. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme jeunesse de demain? Docteur Sylvain Guessant l'a dit tantôt. Si demain nous voulons avoir des enfants bien formés en matière de digitalisation, et je crois qu'il va falloir que les étudiants généraux pensent également à cela, intégrer la digitalisation dans l'enseignement en Côte d'Ivoire, il va falloir mettre un accent sur la digitalisation, donner un certain coefficient pour orienter les meilleurs dans ce domaine. Je crois que les coefficients viennent aider à faire la sélection. Et même si la présélection, il ne faudrait pas attendre un enfant qui a déjà 10, 12, 13, 14 ans, c'est maintenant que l'enfant commence à faire le meilleur choix de sa vie. À 16 ans, on ne peut plus redresser un enfant. Je crois que la majorité en France, il y a dans la plupart des pays européens, Arthur qui a fait son doctorat en Europe, la majorité qui a même enseigné en Europe, la majorité pour un garçon en France, c'est 15 ans et la fille, c'est 16 ans. À partir de 15 ans, vous ne pouvez pas interdire à votre garçon de courir après des filles ou à votre fille à 16 ans d'avoir un copain. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas attendre que l'enfant soit arrivé à un certain niveau pour pouvoir commencer à faire la sélection. Surtout qu'en Afrique, jusqu'à 18 ans, parfois, on a des enfants qui sont encore en classe de 3e. Il faut commencer cette présélection, il faut établir les coefficients. Et moi, pour qui suis nostalgique de la période des coefficients, je salue l'initiative du ministre et je crois que ce retour des coefficients va permettre de rendre encore plus rigoureux notre système éducatif. Très bien, Sylvain, qui semble réagir. Arthur Banga a dit 3 choses que je ne partage pas. Premièrement, quand il dit que
La Côte d'Ivoire transforme le cacao, c'est vrai, le cacao est transformé en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas des Ivoiriens qui transforment. En intelligence économique, non, il y a quand même des Ivoiriens qui transforment aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai envoyé une équipe de reportage à Daloa. Le ratio, c'est combien? Qui se sont organisés dans une coopérative. Non, quel est le ratio? Pour une transformation, c'est vrai qu'elle n'est pas industrialisée. Des Ivoiriens qui sont passés par le système de non, coefficient. il a dit une chose, il n'y a pas d'Ivoiriens qui transforment, il y a quand même de la transformation dans le pays. Allez-y. Alors, on me laisse terminer aussi. Oui, bien sûr, allez-y. Si la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui 1000 kg par exemple, quel est le ratio que les Ivoiriens transforment? Je veux bien savoir. Pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Si ça y est de transformer 2 kg sur 1000 tonnes, on n'aura rien fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis qu'il n'y a pas de lien entre le coefficient et la motivation des enfants, non. En ingénierie de la formation, il y a un lien entre le coefficient et le temps que l'enfant consacre à l'apprentissage. En ingénierie de la formation, c'est prouvé. Par quel livre, par quel ouvrage? Arthur, ne l'interrompez pas, laissez-le terminer. Tu peux lire. Tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Non, bien sûr, mais vous aurez la parole pour contredire. Non, tu ne me dis pas que je dis n'importe quoi. Oui, d'accord. Non, tu ne me dis pas ça. D'accord, très bien. Il retire. Voilà. Poursuivez, docteur Sylvain Guessant. D'accord. Donc, l'école ivoirienne devra répondre aux aspirations de la Côte d'Ivoire. On dit qu'un enfant a 18 en mathématiques et c'est fini, il est sauvé, c'est faux. S'il a 18 en mathématiques, il a 1 en français, il double sa classe. Non, il ne suffit pas de dire que l'élève, lui suffit d'avoir 18 de moins en mathématiques et puis son année est sauvée. Non, il a 18 en maths, il a 2 en français, il a 2 en histoire, il double sa classe. Oui. Personne n'est privilégié là-dessus. Le coefficient de mathématiques, c'est combien? Arthur, calmez-vous. Le coefficient de mathématiques, c'est combien au collège? Et le coefficient de français, ce qu'on appelle français au collège, c'est de combien? C'est pratiquement la même chose. Donc, quand l'enfant a 18 ici, il est obligé au moins d'avoir 6 ou 8 de l'autre côté, de sorte à être parmi les meilleurs. Donc, ça conditionne un peu les enfants. Ça conditionne les enfants. Très bien. Augustin? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont nostalgiques du passé. Et ils veulent... C'est normal. Mais à cette époque, je vous assure que ce n'est pas tout le monde qui était brillant. Aujourd'hui, on accable tout le monde, ça c'est vrai. L'école a certainement perdu quelque chose. Mais on est un peu trop nostalgique. Nos enfants sont aujourd'hui en 3e à 14 ans. Ce qui n'était pas pensable il y a 20, 30 ans. Il y a 20 ans. Donc je veux dire, il faut que les gens soient un peu indulgents. Les gens ne sont pas nuls. Il y a des gens brillants. Et ce n'est pas parce qu'on va ramener les coefficients que les gens seront hyper. Non. On a parlé, il y a eu des réformes de l'éducation. Il y a eu les systèmes qu'ils ont appliqués. APC, AC, je ne sais quoi encore. Est-ce qu'on a fait le bilan de l'application de ces systèmes? C'est ça le... C'est à cela que doivent servir les États généraux aussi. Mais justement, mais je veux dire, aujourd'hui, on revient à la dictée, on fait... Mais il y a des choses pédagogiques. Moi, je n'ai jamais été enseignant, mais je sais qu'il y a eu ce qu'on appelle apprentissage par compétence, tout ça. Est-ce que ce qu'on a mis, les moyens qu'on a mis à la disposition des enseignants, des établissements scolaires, ont répondu à ces systèmes-là pour juger de la capacité de ces systèmes à produire des Et si faillite il y a eu, quel a été l'apport aussi des enseignants? À un moment, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ces systèmes sans que les enseignants, les éducateurs ou les enseignants aient été formés, clairement formés à l'application de ces systèmes. Bien Donc sûr. Finalement, si aujourd'hui on est en train de condamner, de dénoncer la mauvaise qualité, peut-être même que c'est plus la mauvaise qualité de l'enseignement que la capacité des élèves. Voilà. C'est une autre piste. Ouais. Docteur Niapia? Oui, je suis entièrement d'accord avec les coefficients. Je vais donner un exemple simple. À notre temps, moi, je n'étais pas fort en mathématiques. Je suis un littéraire. Mais pour avoir le bac, puisque je savais que les maths avaient un coefficient 2, j'ai dû bosser pour avoir 13 en mathématiques. Donc, il y a un goût de l'effort et il y a de la rigueur. Parce que lorsque les coefficients sont 1, 1, 1, 1, il s'est dit, bon, j'ai 18 en maths. Mais il ne suit pas des sommes mathématiques. Il faut raisonner. Et dans un français écrit, il faut communiquer. Donc ici, les coefficients vont nous ramener au goût de l'effort. Un enfant qui veut travailler en mathématiques ou en français, il peut ne pas être fort, mais il fera des efforts pour atteindre au moins la moyenne. Parce qu'il y avait une forme de paresse qui s'est installée chez nos enfants. Aujourd'hui, on revient avec le goût de l'effort. Et je vais peut-être dire quelque chose. Certains avaient dit que l'école était dans le coma.
Mais lorsqu'on prend quelqu'un qui est dans le combat, on le réanime d'abord. Donc ici, on revient aux fondamentaux avant de progresser. Et c'est ce qui justifie ces mesures que nous avons. Donc on ne peut pas dire que les coefficients, etc., sont négatifs. Non, c'est une très bonne chose. Ça va ramener le goût de l'effort, ça va ramener la discipline, ça va ramener le respect. Mais là, et je vais peut-être réinsister là-dessus, le vrai défi, c'est le ratio enseignant-enseigné, qui est de 40 élèves pour un enseignant au maximum. Sinon, on pourra faire toutes sortes de réformes, peu importe la méthode, on va toujours revenir au même résultat. Très bien. Assalé? Écoutez, moi je pense qu'autour de cette table, nous sommes tous les fruits des coefficients. Absolument. C'est un constat. Il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas fait les coefficients. Ouais. Mais nous n'avons pas été les moins brillants de notre système. Absolument. Malgré les coefficients, nous sommes les littéraires, on se débrouillait pour avoir des moyens en maths. Ouais. Il y avait une sorte d'émulation que chacun devait avoir pour pouvoir avancer. On peut être fort dans la matière littéraire, mais vous savez très bien que quand vous n'avez pas fait un peu d'effort dans les matières scientifiques, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est tout ça qui a construit la Côte d'Ivoire. Je pense que s'il y a un retour en arrière, c'est qu'il y a un constat d'échec. Vous ne pouvez pas créer un système qui fait avancer les enfants alors que vous n'avez pas créé les infrastructures devant. Quand vous faites passer tous les enfants, il n'y a pas de moyens de passage. Mais quels sont les bâtiments dans lesquels vous les envoyez? Ils vont se retrouver à 100, à 130 dans les classes, parce que chaque année, ça évolue. Donc il faut créer un système qui permette... L'école aussi a une fonction d'élite. On crée l'élite aussi. Ah oui, si. Une loi peut être prise, et puis elle peut être inadaptée par rapport aux ressources d'un pays. Mais on revient aux normes. Et donc, moi, je pense que on a fait l'expérience des moyens uniformisés. Le constat est devant tous les Ivoiriens. Le niveau de l'école s'est effondré. Donc, c'est un échec. Si c'est un échec, on revient aux normes qui ont fonctionné. Alors, pour ne pas mettre 120 élèves dans une classe et demander à un enseignant d'avoir des performances, il faut revenir à un système qui permette d'évaluer les gens et de les mettre dans des conditions où tout le monde compétit et on fait évoluer les meilleurs. Ça s'arrête là. Dans tout système, c'est les meilleurs qui progressent. Voilà. Ali, je dis et je répète, et je mets quiconque au défi, de me sortir une étude ou un travail sérieux au-delà de nos convictions chacune, qui dit que les coefficients donnent un gain. Je dis, c'est écrit ici. Mais ce pays a été construit sur les coefficients. Non, c'est pas les coefficients. Laissez Arthur terminer, s'il vous plaît. Non, laissez Arthur terminer. Non, il est en train de faire son développement. Laissez Arthur Banga faire son développement. Sur le plan pédagogique, l'expérience montre qu'il n'y a pas de lien entre le coefficient d'une discipline et la qualité des apprentissages. Je vais aller de façon plus concrète. On prend un élève qui sort du CM2, dans les 85% disent ça pas lire là. Tu le mets en 6e. Ils sont 50 dans la salle à saler. Et tu dis, bon, pour que tu saches lire, il faut que le coefficient de français devienne 3. Mais tu l'as tué, il ne sait pas lire. Ce que tu dois faire là, c'est te dire, comme tu ne sais pas lire, le professeur a dit, bon, les élèves qui ne savent pas lire, voici la nouvelle méthode. Peut-être que on va vous donner 2 heures supplémentaires avec un prof qui va vous assister. Il va recevoir les parents. Bonjour messieurs, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre enfant sache lire? Il va mettre des jeux à la bibliothèque. C'est comme ça qu'il va mener l'enfant à lire. Sinon, s'il fait les coefficients, il va le renvoyer parce qu'il ne savait pas lire. Donc, quand tu vas faire la lecture, là, il va toujours avoir 2. Ça ne change pas. Il va toujours avoir ces 2 là. Mais sauf que ces 2, contrairement à ce que tu dis, c'est multiplié par 3 maintenant. Donc, ça fait 6. Ça fait beaucoup de points à gagner. Donc, on va le renvoyer. Ça, c'est clair. Donc, les coefficients, là, ça ne peut pas aider un enfant. Pour vous, c'est un frein pour les enfants. En fait, on parle de notre système ici. Parce que nous, là, nous avons... On peut le dire sinon sur ce tableau, là. Nous avons, il a dit l'élite. Mais l'école n'est pas faite pour l'élite. L'élite, c'est même pas 5% de la population. Non, l'école est faite pour le peuple. L'école est populaire. L'école, là, c'est les 95% qui ne comprennent pas, là. C'est à eux, on pense. Je t'ai dit la semaine passée, Ali, fais l'expérience, prends ta classe de CP1. Assalé, prends ta classe de CP1. Je te jure que les 2 tiers de la classe n'ont pas atteint la terminale. C'est ça notre système. C'est un système qui renvoie des enfants à la rue. C'est pas vrai. Hein? Et c'est là qu'il est dramatique. Fais l'expérience. Non, c'est pas vrai. 70%. Non, on le laisse terminer. Plus de 70% des enfants n'arrivent même pas en terminale. Non, c'est pas vrai. On les retrouve dans la rue. C'est là que notre système est mauvais. Ce système-là, il est élitiste. Et l'école n'est pas élitiste. L'école, elle est populaire. Elle doit permettre aux gens en difficulté de s'en sortir. Si on fait une école pour les meilleurs, vous n'avez rien fait.
Mais on n'a pas besoin de l'accompagner. On vous a bien compris, Arthur. Alors, je rappelle à nos... Attends, c'est quand même grave. Hein. Il a dit que l'école est élitiste. C'est grave. Mais pourquoi pas? C'est grave. S'il vous plaît. Non, l'école est populaire. Non, elle est élitiste, monsieur. Pour vous, Arthur Banga, pour vous, l'école est populaire. Pour lui, l'école est élitiste. Mais c'est grave ce qu'il dit. C'est qu'il y a 5% des élites qui sont concernés par l'école. Les 95% qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Non, on les retrouve dans la rue, c'est eux les microbes. S'il vous plaît. C'est là que le système pêche. Monsieur, vous avez le droit de donner vos points de vue, mais de ne pas parler ensemble, s'il vous plaît. Je rappelle qu'on peut nous appeler au 27 21 59 91 00. On va prendre un ou deux appels pour avoir l'avis de ceux qui nous suivent. Félix Boni, rapidement. Je voudrais dire à tu que ceux qui sont dans la rue, ce n'est pas le coefficient qui les a mis dans la rue. Il y a plusieurs facteurs qui drainent les gens dans la rue. C'est l'école en général. Moi, j'ai des camarades avec lesquels j'ai fait CP1. Oui, Félix. J'en retrouve beaucoup qui sont de la vie active aujourd'hui. Il y en a qui sont même des professeurs à l'université. Et j'étais en classe de terminale au lycée classique d'Abidjan. Nous étions 36 dans la classe. Nous étions 34 qui avions eu le bac. Il y avait 2 qui ne venaient pas régulièrement au cours. Et nous sommes tous partis à l'université. Et moi, j'étais premier en mathématiques, alors que j'étais en classe en terminale A3. Et je bossais beaucoup en mathématiques, aussi bien en mathématiques qu'en physique, parce que ce sont des matières dans lesquelles on a des coefficients. Et je me souviens qu'à l'examen au CSP de Cocody, je me suis battu pour... J'ai eu rapidement 45 minutes, j'avais fini avec les épreuves de mathématiques parce que je me battais pour être fort en mathématiques, pour compléter la philosophie qui était en coefficient 5, français coefficient 4, anglais coefficient 3, ainsi de suite. Et ces coefficients-là nous obligeaient à créer des groupes de travail. Je parle de collège, je parle de lycée. Oui, mais bien sûr. On parle de collège, je parle de lycée. Oui, ça revient Après, vous aurez la parole. À tout, je vais terminer. Ça revient à la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand on vous donne la parole, vous allez dire ce que vous pensez du point de vue des autres. Mais laissez-les parler. Ce que tu es en train de préconiser, c'est le parti... J'allais dire... inculquer le goût du moindre effort à nos enfants. Parce qu'à partir des coefficients, l'enfant et même le père de famille sait que dans telle matière, mon enfant doit faire l'effort. On suit les enfants dans ce... S'il vous plaît. Et regardez bien dans nos familles. Moi, j'ai eu à donner des cours à domicile à un moment donné de ma vie. Les parents qui nous ont engagés pour enseigner leurs enfants, nous engageaient pour enseigner les sciences physiques, les mathématiques, le français et l'anglais. Ce sont des enfants qui étaient en classe de 4e et de 3e. Et on les aidait pour avoir un certain niveau en ces matières. Et je le dis bien, les coefficients, c'est également aussi l'objectif que veut atteindre un pays. C'est-à-dire, si tu veux avoir une certaine élite dans certains domaines, tu es obligé de relever certains niveaux pour créer l'émulation, pour que les enfants puissent faire assez d'efforts, pour qu'on n'ait pas des enfants qui soient formants aide moyenne en ECM et autres pour passer en classe supérieure. Non, Arthur Banga, j'ai une question pour vous, très précise. Est-ce que vous êtes d'accord, au moins, avec le fait que, comme le développait tout à l'heure Félix Boni, que les coefficients peuvent susciter finalement beaucoup d'efforts chez les enfants, dans des matières où ils ne sont pas favorisés, où ils n'ont pas de prédisposition, par exemple pour les maths. Un enfant qui a une vocation littéraire, les coefficients peuvent susciter chez lui des efforts pour avoir une moyenne raisonnable en mathématiques. Ça peut être ça au moins. Je peux le concéder à la limite. Mais ce que je veux dire, qui est très important, il a dit qu'est-ce que veut un pays. La Côte d'Ivoire a fixé l'objectif de son collège. Elle a dit clairement un cycle d'approfondissement et de formation générale. Donc, dans cet approfondissement de formation générale, ce n'est pas normal, c'est contraire à la loi de dire que les maths font 3 fois et mais pas de CM en mathématiques. Notre pays, là, il a plus de problèmes de civisme aujourd'hui que de mathématiques. En Côte d'Ivoire, ici, l'incivisme est plus grave que les mathématiques. Donc, si on veut voir même là, les cours de CM là, sont plus importants que les cours de maths aujourd'hui. Non, je les rejette pas. Parce qu'aujourd'hui, puisque tu dis qu'il ne fait pas des efforts, en fait, c'est ce qui est mauvais. Notre école structure, et j'ai dit, ça discrimine les disciplines et ça tue des talents. C'est-à-dire que celui qui est fort en art, on a tué des Mozart, on a tué des Picasso par notre système. Je t'explique. Quand je dis, tu as 17 de moyenne en art, tu as 17 de moyenne en sport, il suffit d'avoir 5 en maths, c'est fini. Parce que 5 en maths, ça coefficient 4, ça te fait 20 points. On t'es 17, ça te fait 14 points. Nous, tu as 6 points à trouver. Oh, celui qui a 14 en maths, ça lui fait 16 points. Il peut m'avoir 3 en truc. Ils sont fous. 3 en sport. Moi, j'avais 18 en maths, je ne battais pas en sport. Je battais en sport que pour faire du foot. Quand ce n'est pas le foot, je prends en sport. Ce que je dis, le collège ne doit pas permettre qu'au mathématicien de cette... Le mathématicien, là, il va montrer, je finis, il va montrer au collège que je suis fort en maths. Et on va dire, bon, quand tu es fort en maths, on va te mettre maintenant en seconde C. Où là-bas, les coefficients de maths seront 5.
Mais le collège va imposer des fonds en maths. Et ceux qui font en art, ceux qui font en musique, ceux qui font... Et notre société a besoin de sportifs, elle a besoin de musiciens, elle a besoin de mathématiciens, elle a besoin de littéraires, elle a besoin de journalistes, elle a besoin de médecins. Au nom de quoi, Ali, le médecin est plus important que le footballeur dans notre société? Très bien. Au nom de quoi l'artiste est moins important que l'ingénieur dans notre société? Au nom de quoi? Très bien, on vous a bien compris. Non, alors nous avons un de nos téléspectateurs. S'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole. Augustin, Arthur Banga, c'est moi qui vous distribue la parole, s'il vous plaît. On a un téléspectateur qui nous appelle, me semble-t-il, depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Allô, est-ce que vous nous recevez? Alors, on poursuit. Augustin Couillon, vous voulez réagir tout à l'heure? Bon, moi, je suis sur la ligne qui est que l'école est populaire. L'école n'est pas élitiste. Nous, on a combattu le bac probatoire. Parce que le bac probatoire a été institué en première pour recaler les gens. Et il y a beaucoup de gens qui ont contourné ça, qui sont allés faire le bac au Burkina Faso. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là, ils sont revenus, il y en a qui sont rentrés à l'université. Et avec le bac obtenu au Burkina Faso. Ahmed Bakayoko, il a fait le Burkina Faso. Il a été Premier ministre ici. Les gens, parce qu'ici, on voulait recaler les gens. J'estime... Il a eu le bac en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ahmed Bakayoko est allé faire le bac au Burkina Faso. Il n'est pas venu faire ça ici. Et il y a beaucoup de gens, j'ai des amis qui sont allés, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, on laisse Beaucoup de gens sont allés, qui ont contourné le système. Parce que le probatoire avait été instauré pour recaler les gens. S'il vous plaît, monsieur. Même en première, même si en première on recale les gens, c'est pas, ils ont déjà un âge un peu avancé. Mais recaler les gens au CM2 ou à l'école primaire, parce que... Mais ils vont où? Ils ont quelle alternative? Qu'est-ce qu'on leur offre? On offre à des gens qui ont 8 ans, 9 ans et qui sortent du système parce qu'on veut l'élite. J'ai une réponse à ça. S'il te plaît, on veut l'élite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de système. On devrait pouvoir dire peut-être que l'école est populaire, mais fabrique des élites. Mais bien sûr, mais l'école peut fabriquer des élites. Oui, bien sûr. Ali, permets-moi. Il n'a pas terminé. L'école doit fabriquer des élites. Mais on ne doit pas abandonner une catégorie des gens parce qu'ils ne sont pas des élites à un certain niveau. Non, on ne les abandonne pas. Donc, Ali, moi je pense que il faut qu'on revienne à la mission de l'école. La mission Oufoué a décidé de faire des scientifiques parce que, oui, il a créé. Mais ces scientifiques-là, on ne les faisait pas à partir de la 6e. On devrait les faire normalement à partir de la 2e. C'est-à-dire, arriver en 3e, les talents qui se dégagent, voilà, les Memel Fouté et autres, ce ne sont pas des scientifiques, c'était des anthropologues. Ils étaient importants pour la société. On va écouter quand même nos téléspectateurs, avoir l'avis de l'extérieur pour voir ce que les gens pensent de ce débat. Allô, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? L'école élitiste. Bonsoir, monsieur. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Aka. Monsieur Aka, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Daloa. D'accord. Quel est votre point de vue sur le débat? Oui, c'est par rapport au débat. Oui, allez-y, donnez votre point de vue. Je suis très bien d'accord avec M. Atu, hein. Mais dites-lui que lui, il a fait ses études en Europe. Il n'a que les idées de l'Europe. Nous sommes en Afrique. L'Afrique a ses règles et l'Europe a ses règles. Ici en Afrique, on ne peut pas faire passer un enfant qui n'a pas sa moyenne en classe supérieure. Aujourd'hui, quand on parle de surpeuplement des classes là, c'est dû au fait on dit de faire passer les enfants en classe supérieure sans avoir la moyenne. Alors, si on dit à tout le monde de passer, vous puisez de l'eau et on vous dit de verser tout de la cuvette, est-ce qu'il y aura d'autres qui vont rester dans les seaux? Alors, j'avoue que c'est un exemple. Il n'y a rien. C'est cela. Donc, il faut faire. C'est pourquoi on vous dit de faire des compositions. On fait des compositions pour quand même sélectionner ceux qui sont bien. C'est comme le cacao qu'on vend en Côte d'Ivoire. Au lieu de trier le cacao pour avoir des ventes, c'est pas parce que tout est cacao, ça est dans Cabos qu'on doit faire partir en Europe. D'accord, monsieur Aka, on vous a bien compris. Je peux répondre sur ce Bien sûr, merci beaucoup. Je vais rassurer monsieur Aka. J'ai fait du CP1 à la thèse en Côte d'Ivoire. Je suis terminé que ma thèse en France. Je suis un pur produit de coefficient pour parler comme Assali. Pour revenir à sa question du redoublement, non, je ne dis pas qu'on n'évalue pas. On doit évaluer. Mais je dis que éliminer systématiquement un enfant qui n'a pas 10 de moyenne peut être contre-productif.
Je l'ai expliqué, je vais le réexpliquer. Rapidement. Je prends le bulletin d'un enfant dans les coefficients comme normaux, comme on le fait. Il peut avoir 14 en maths, 13 en physique, 7 en français, 8 en sport, 5 en art, etc. Donc quand on finit, il peut avoir 8 de moyenne, même 9, même 7. Mais il a 14 et il a 13 en maths. Ce monsieur-là, on voit déjà qu'il va être scientifique. On ne va pas lui perdre une année. On le fait passer. Et avant de le faire passer, là où tout l'établissement et toute la société va se mettre en branle, c'est de lui dire, écoute, on reçoit ses parents, monsieur X, votre enfant a 7 de moyenne de façon générale, ce qui est mauvais. Mais il a réussi à sortir un bloc scientifique. Voilà. Qu'est-ce qui explique ses faiblesses en littérature, par exemple? Non, peut-être qu'il travaille moins, peut-être qu'il n'a pas vite compris, etc. etc. Est-ce qu'on peut réussir à combler ces faiblesses ensemble? Donc l'établissement peut l'inscrire en bibliothèque, peut lui dire pour l'anglais, les parents peuvent décider d'engager un prof en anglais. Donc on l'accompagne, il passe en classe supérieure. En revanche, un enfant peut avoir 10 de moyenne et ça ne sert à rien de le faire passer en classe supérieure. Parce qu'il a 10 de moyenne, il a des moyennes entre 9, 8, 10, 11, 9, 8, 10, 11. Cet enfant, il n'a pas de bloc. Donc si tu le fais avancer, tu le mets dans les problèmes. Parce qu'il n'y a pas un bloc où c'est dessine. On ne peut pas l'orienter dans le futur. Donc il a en 4e, mais il a 10 en anglais, 9 en maths, 10 en moyenne générale, il a 10. Mais il n'a pas de bloc. Donc si tu le mets devant là, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu dois faire de cet enfant. C'est pour ça que le redoublement, je termine, le redoublement doit être étudié au cas de l'enfant avec le chose. Je vais terminer pour dire, il dit je suis allé en Europe. Je vais terminer sur Ali justement. Vous avez déjà répondu à cela. Non, à 15 secondes. On dit qu'on veut être développé. Mais regardez ce que les développeurs la font. D'accord, très bien. Comme ça, ils font. On a un autre téléspectateur qui nous appelle. On va vous donner la parole tout à l'heure, Dr Niapia. Allô, bonsoir. Je ne sais pas littéraire avant. Alors, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Moi, je voulais faire maths. Moi, je voulais devenir après le Monsieur Sanogo, oui, vous nous appelez d'où? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Sanogo, vous nous appelez d'où? Là, je vous appelle de Toronto. D'accord, Toronto, au Canada, c'est ça. Quel est votre point de vue sur le débat? D'accord. Je suis enseignant de maths et physique. J'ai enseigné pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, j'ai vécu une période formulée. Alors, je suis entièrement d'accord avec M. Arthur Banga lorsqu'il dit que l'école n'est pas seulement faite pour l'élite. L'école a d'abord pour premier rôle de former le citoyen. Et c'est parmi les citoyens formés que l'école va sélectionner les élites à un niveau supérieur, à un niveau plus pointu que le second cycle en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, amener les coefficients au premier cycle en Côte d'Ivoire est une discrimination envers certains enfants qui seront performants dans des... Ils auraient pu évoluer au second cycle, mais qu'on va extraire du système simplement parce qu'ils n'ont pas été performants dans les matières qui ont été un peu plus en matière en français, par exemple. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée n'est pas de mettre les coefficients au premier cycle, mais comme M. Assalé le disait aussi, l'école a envoyé les coefficients, mais n'a pas accompagné avec les moyens qu'il faut. Je pense que le problème a été plus un problème de moyens au premier cycle qu'un problème de performance des enfants. Les moyens n'ont pas suivi. On a fait passer les enfants de la 6e à la 5e, ainsi de suite, sans construire le nombre de classes qu'il faut pour accueillir, sans mettre les moyens à la disposition des enseignants pour encadrer en objectif, tel que l'APC et tel que quand on a levé la PPO, ainsi de suite, les pédagogies qui ont été adoptées n'ont été sur les moyens de les appliquer. On avait des grands groupes de classes qui étaient souvent avoisinés 100 élèves par classe, avec qui on ne pouvait appliquer aucune pédagogie. Je pense que c'était là le vrai problème. C'est à ça que Madame le ministre devait s'attaquer. Très bien. En tout cas, merci, M. Sanogo, on vous a bien compris. Docteur Niapia, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire, par exemple, qu'au premier cycle, il ne faut pas les coefficients pour permettre à tous les enfants d'avoir la même chance, et au second cycle, in fine, de les orienter vers les spécialités selon les prérequis qu'ils ont, naturellement? C'est une opinion. Mais l'école est d'abord la vision de ceux qui dirigent. Lorsque nous posons le problème des coefficients, en fait, les coefficients, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que le constat est bon, le niveau baisse, mais pourquoi est-ce que le niveau baisse?
Et notre ami qui a appelé tout à l'heure a parlé de l'APC. L'APC, hein, le terme anglais c'est Competency Based Education, c'est-à-dire un système éducatif qui est basé sur l'approche par compétence. L'apprenant a un prérequis qu'on évalue et sur ce prérequis, on donne le cours. Lorsque vous prenez un enfant, par exemple, qui vient du CM2 avec des lacunes en lecture et en mathématiques, on le corrige. On le corrige, mais il n'a pas de prérequis. Donc la méthode y est pour beaucoup. Mais je reviens encore pour dire que l'école, c'est un système. Et aujourd'hui, si vous allez au-delà des 40 élèves par classe, vous n'êtes plus dans un système. Peu importe les réformes qu'on applique, si on a des élèves au-delà de 40, pour vous, c'est ça le... Non, ce n'est pas pour moi. Vous prenez la Constitution, l'État enseigne les enfants selon les normes internationales de qualité. Et dans l'enseignement, il y a les normes de qualité. 21 001 2018, c'est les normes. Donc, si vous allez au-delà des 40, vous n'êtes plus dans un système éducatif, vous êtes dans un système de scolarisation. Ceci nous amène à... Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Non, je voulais dire juste que ceci nous amène à scruter de près les infrastructures et tout l'environnement autour. On ne peut pas faire de réforme sans revenir aux normes. Parce que même si vous mettez un enseignant le plus qualifié avec 100 élèves par classe, il n'aura que 36 secondes à accorder à un enfant. Donc c'est normal qu'il ne sache pas lire. Parce que le ratio d'encadrement n'est pas respecté. Ce n'est pas un problème de coefficient. Ce n'est pas un problème de coefficient. Très bien. On est bien d'accord. Et remarquez très bien, si nous continuons avec ce nombre d'élèves pour un enseignant, on aura toujours le même résultat, peu importe les réformes qu'on fera. Et on ne peut pas faire de réformes si on ne prend pas en compte les conditions de celui qui enseigne. Donc, si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions lui-même, si l'élève n'est pas dans de bonnes conditions, peu importe la méthode, peu importe les coefficients, on va toujours aboutir au même résultat et revenir peut-être 10 ans après, refaire encore les mêmes états généraux. On l'a bien compris. Monsieur, nous devons passer... il faudra revoir la répartition de la parole. Non, je reviendrai à vous. Il faudra revoir la répartition de la parole. Je n'ai pas fini de parler, vous savez pas ce que je veux dire, docteur Sylvain Guessant. Je m'apprêtais à dire que j'allais vous accorder à chacun à 30 secondes pour refermer ce sujet, docteur Sylvain Guessant. On donne pas la parole à quelqu'un pour 20 minutes, et puis les autres ont 30 secondes, 45 secondes. Moi, je suis pas venu pour écouter quelqu'un. Je peux vous le concéder. Voilà. Mais vous avez la parole maintenant, docteur Sylvain Guessant. J'ai un peu envie de parler. Non, s'il vous plaît, parlez. On ne fera pas des tests de personnalité à la naissance des enfants. C'est au fur et à mesure qu'ils grandiront qu'on verra leur personnalité. Certains ont fait des études de sciences politiques. Au collège, il n'y en avait pas. Au lycée, il n'y en avait pas. Anthropologie dont on parlait, Memel Fautet, il a pris ça au lycée? Non. Donc, si on veut rentrer dans ce genre de théorie, on ne s'en sortira jamais. Il faudra trouver un système. Et même quand on ne mettra pas de coefficient de la 6e à la 3e, à partir de la seconde, ce sont des blocs. Le monsieur peut être très bon en mathématiques, physique, et puis en sciences SVT, il ne se retrouve pas. Est-ce qu'il va falloir ne pas mettre encore des coefficients? Parce que le type peut être très bon en français, mais en philosophie, il ne se retrouve pas. Moi, j'en ai connu. En histoire, je ne se retrouve pas, mais il est très bon en lettres. Est-ce qu'alors on ne va pas faire encore des coefficients au second cycle? En attendant qu'on arrive à l'université, écoute, tu as choisi anglais, fais ton anglais, tu as choisi allemand, fais ton allemand, tu as choisi philo, fais ta philosophie. Non. Il va falloir un moment ou l'autre décider. Les coefficients sont appliqués à partir du collège, il n'y a pas de tests de personnalité. Et les coefficients, quoi qu'on dise, font naître des talents inouïs. Des enfants peuvent être très bons en mathématiques, mais à partir du moment où, en courant 9 secondes, il a 18 de moins, il peut laisser tomber les maths et demain regretter, alors qu'il avait un talent en lui qu'on n'a pas aidé à faire sortir, réjaillir. Mozart, s'il était né dans mon village à Botro, sans instrument de musique, il ne serait jamais devenu Mozart. Si Drogba était resté à Guibérois en train de faire le chant de riz, il ne serait jamais devenu Didier Drogba. C'est parce qu'un jour, il y a eu des gens, son oncle qui lui a dit tu ne dois pas être défenseur, tu dois être attaquant, que Didier Drogba c'est perfection. Donc c'est un coefficient qu'on lui a donné. Défenseur, c'est coefficient 1 dans le football international, attaquant, c'est coefficient 5. Si tu veux être connu sur la planète, sois attaquant et tu seras connu. C'est un banc qui l'a motivé en plus. Le même Assalfo, je ne suis pas trop zougloutique, mais quand même quand Assalfo arrive en France, ce n'est pas le zouglou que Petit Denis fait ici qui va faire là-bas. Original. Il va bien dans la world music. Donc il y a eu des gens pour lui dire, voici le coefficient de ton zouglou, maintenant voici le coefficient de la world music. Si tu veux être connu sur la planète entière, il faudra laisser tomber le coefficient du zouglou qui est assez bas pour t'élever vers la world music, de sorte à être connu sur la planète entière. Donc, il va falloir décider ou bien en musique, en football, en handball, et puis on lauréate depuis la maternelle, ou alors il va falloir appliquer le système depuis le collège, parce que même à partir de la seconde, ça ne résout pas le problème. D'accord. Félix?
Moi, je pense que Dr Sylvain Nguessa a tellement bien caricaturé la situation. Un coefficient, ça veut dire c'est une note qu'on impose pour relever le niveau. On dit le col ivoirien a un niveau très au rabais. On veut relever le niveau et on veut qu'on plastronne à un niveau basique très bas pour permettre à tout le monde de passer. L'année passée, on a eu 95% d'admis en 6e. Et ce flot d'élèves en 6e, je me demande bien que sont-ils devenus ces élèves en 6e qui sont passés en 6e l'année passée en passant en 5e. Donc je crois qu'il ne faudra pas continuer à rabaisser ce niveau. Docteur, la préoccupation qu'il pose sont les préoccupations qui sont prises en compte dans les décisions de la ministre Maria Toukoné. C'est-à-dire la condition des enseignants, toutes ces questions-là sont comprises dans son discours et même dans ses décisions et même dans ses discours. Je crois qu'il faut encourager la dame dans ce qu'elle a commencé à faire, qui va nous permettre de sortir de cette école une certaine... On ne dit pas qu'on doit sortir forcément des élites, mais chacun doit pouvoir s'en sortir. On en sortira des instituteurs, des professeurs, des enseignants d'université et des Arthur Banga. Mais nous tous ici, nous sommes des fruits des coefficients parce que ces coefficients nous ont conduits au goût de l'effort. Et ce sont ces efforts qui nous ont permis aujourd'hui de critiquer ceux qui ont le niveau au rabais et que nous déplorons on vous a bien compris. Je vous propose de marquer une petite pause et on reprend tout juste après. Elles sont de retour, plus fashion, plus glamour et plus inspirées que jamais pour une nouvelle saison encore plus captivante que la dernière. Tu veux parler de sujets croustillants entre femmes? Maintenir la flamme dans ton couple? Des astuces au quotidien pour te démarquer? Parce que les femmes d'ici disent haut et fort ce que vous pensez tout bas. À bientôt. Les femmes d'ici, elles disent tout haut ce que vous pensez tout bas. Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Mais ça tue trop de gens. Retour sur le plateau de NCI 360. Merci de nous suivre. Ce soir, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'école ivoirienne, notre affaire à tous, et avons évoqué de fond en comble, avec nos invités, toutes les personnes qui nous écrivent sur les réseaux sociaux et tous ceux qui nous ont appelés, les réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale en vue d'améliorer le système éducatif de Côte d'Ivoire. Avant de passer au prochain sujet, rapidement, une précision à ça. Oui, non, juste, je voulais dire que on a passé le temps sur les coefficients. Bon, moi, je ne vais pas faire ce débat-là encore parce que j'estime que chacun conserve son opinion là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé sur la question des COGES et aujourd'hui, des réformes ont été faites au niveau des COGES. Les parents ne payent pas beaucoup de choses. Mais il y a un élément sur lequel aussi il faut qu'on travaille. C'est les enfants affectés dans les écoles privées. Juste en deux mots, je voulais dire qu'il se passe quelque chose qui n'est pas acceptable. Deux enfants affectés un au public, un au privé. Celui qui est au privé, il paye juste 6 000 francs en ligne et puis il a accès à l'école. Hein, il va à l'école. Celui qui va au privé, lui, doit payer 50 000 francs, 60 000 francs, alors que l'État paye 120 000 francs pour cet enfant-là. Et je vous assure qu'en tant que député, dans ma circonscription, il y a plein d'enfants dans les zones rurales qui ont été orientés au privé, qui sont restés à la maison. Parce que les parents ne peuvent pas les payer le droit d'inscription qui fait presque 100 000 francs pour un enfant qui est orienté en 6e alors que ses parents sont au village. Ça, c'est une question de fond qu'il va falloir qu'on traite. Bien sûr. Et je voulais relever ça que Mme la ministre entende ça aussi. Très bien. C'est très important. Très bien. Cette semaine, messieurs, le débat récurrent sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle est revenu au devant de la scène politique. C'est un député qui est sur ce plateau qui a relancé ce débat avant d'assurer que la question sera soumise au Parlement en 2022. Le plafond de 75 ans prévu dans la Constitution de 2000, faut-il le rappeler, avait été retiré dans celle de 2016. Les avis sont partagés au sein des populations. Je vous propose d'écouter ces Ivoiriens qui se prononcent sur la question et on poursuit le débat ici. Pour moi, la question de l'âge n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est plutôt, comment on appelle, l'idéologie. Qu'est-ce que la personne propose aux Ivoiriens? Parce qu'aujourd'hui, le président actuel des États-Unis, il a plus de 78 ans. Mais moi, je pense que les Français font ça encore, ou bien ils parlent d'âge pour encore faire amadouer les Ivoiriens. Plus de 70 ans, on n'a plus besoin de ça. 70 ans, parce que 70 ans, l'homme est majeur, il est capable de diriger notre pays. On n'a plus besoin de vie là, on est fatigué de nos cas partis. Voilà, nous on a besoin d'un jeune maintenant.
Pour ma part, je pense qu'il faut revenir sur l'âge maximal, 75 ans. On doit revenir à cet âge-là. Déjà, c'est un âge de maturité. Voilà, déjà, moi je me dis, nos devanciers ont déjà fait beaucoup d'expérience. Et cet âge-là, je pense que c'est un âge de sagesse. On a aujourd'hui nos différents leaders politiques qui parlent d'une nouvelle génération. Eux tous veulent laisser la place à une nouvelle génération. Et pourquoi pas revenir à cet âge de 75 ans. Le faisant, on va voir que chacun pourra clairement laisser cette place qu'il veut là à cette jeune génération. Si on pourra quand même ramener là, il y a 60 ans même, ça serait encore plus. Un président en Côte d'Ivoire jusqu'à 80, 90, 95, vraiment, c'est pas trop quand même acceptable. Ouais. Vraiment, je pense que il faut s'arrêter à 75 ans. Parce qu'au-delà de 75 ans, on n'a plus la force de pouvoir vraiment gérer un pays normalement. C'est vous, député indépendant de Tia-Salé, Antoine Assalé-Tiemoko, qui avait relancé ce débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans un texte très court, vous indiquez qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril prochain, vous proposerez de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Et tout de suite, partout on en parle, qu'est-ce qui vous a inspiré? Il faut dire que je suis très heureux que le débat soit dans la... Est-ce que vous ne voulez pas éliminer d'office des candidats qui vous généraient, vous, par exemple, si vous avez des ambitions? Non. Je voudrais d'abord préciser que je suis élu, je suis député, et la fonction d'un député, c'est de voter des lois. Les lois, elles ont deux origines en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs à travers le monde. Elles sont d'origine gouvernementale, c'est un projet de loi, ou elles sont d'origine parlementaire, on les appelle des propositions de loi. Et notre Constitution, en son article 117, dit que pour réformer la Constitution, il y a deux compétences. Soit elle vient du gouvernement, donc le chef de l'État, soit elle vient des députés eux-mêmes. Donc le député que je suis a la compétence, la loi l'autorise, la Constitution elle-même l'autorise à faire des réformes. Première précision. La deuxième chose, c'est que l'article qui parle de la limitation d'âge, l'article 35 dans l'ancienne Constitution de 2000, il a été modifié dans la Constitution de 2016. Et je voudrais préciser qu'en 2016, j'étais déjà contre ça. Les textes sont là, mes écrits sont là, mon journal Éléphant Déjeuner a fait des grands titres dessus. On était contre le retrait de l'âge limite. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je me suis présenté aux élections en 2016, parce que je voulais aller au débat au Parlement. En 2016, j'ai perdu les élections, je ne suis pas devenu député. En 2021, je suis élu député. Donc c'est un projet qui date de 2016. Ce n'est pas lié à un individu. Arrivé au Parlement, je porte un projet depuis 2016. Je souhaite qu'on ramène dans la Constitution ivoirienne la limite d'âge. Et donc, nous sommes en train d'écrire ce texte-là. Et à la rentrée prochaine, nous allons le soumettre à l'appréciation du Parlement. Je n'écris pas un texte pour cibler un individu. J'ai dit que depuis 2016, je n'étais pas d'accord. Et maintenant que la loi me donne le pouvoir de le faire, je l'envoie au Parlement pour faire le débat. Et le débat dans la sphère publique, chacun peut être d'accord, chacun peut être contre, mais je constate que les Ivoiriens, en tout cas tous ceux avec qui j'échange sur la question, pour 80%, sont pour qu'il y ait un arrêt. Il faut qu'il y ait un âge limite par rapport à l'action du gouvernement. D'accord. Et donc, c'est pour ça que moi, je porte mon projet, c'est une proposition de loi que je vais introduire l'année prochaine, et on fera le débat. Si c'est adopté, eh bien, la limite d'âge va revenir. Si ce n'est pas adopté, eh bien, on passe à autre chose. Très bien. Et donc, ça s'arrêtera là. Alors, il y a l'un de nos internautes qui dit la chose suivante, M. Abdoulaye Kourouma, il dit « L'âge n'est pas un souci, le peuple est mature pour faire un choix sur un président jeune ou un vieux président. » Qu'est-ce que vous en pensez, Félix Boni? Contrairement à Saleh qui dit qu'il ne cible personne, moi je vais avoir le courage de dire... C'est un développement, et je vais le dire moi, après. je vais avoir le courage de dire que moi je cible des personnes. Nous avons 3 présidents en Côte d'Ivoire qui ont unanimement exprimé chacun à ses mots que la fonction présidentielle, elle use. C'est-à-dire, c'est une fonction qui use. Et que quand on a cette fonction-là, à un certain âge, c'est un peu compliqué. Le président Ouattara l'a dit. Le président Gbagbo l'a dit. Le président Henri Konan Bédié l'a dit. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans le chemin actuel, là où on se retrouve, nous sommes à 4 ans de futures élections présidentielles, à 1 an des élections passées. On ne voit aucun chemin qui se dessine au niveau de ces 3 années-là, un chemin qui rentre dans le cadre d'une sorte de retraite politique, de repos, parce qu'on a été usé, alors que chacun de ces 3 a quand même eu son tour de passage au palais présidentiel. Et moi, aujourd'hui, il faut qu'on ait... Si la Côte d'Ivoire vit une certaine crise depuis un certain nombre d'années, depuis près de 2-3 décennies,
c'est le fait de ces trois personnalités qui se passent le relais au niveau du fauteuil présidentiel et qui se passent le relais aussi au niveau de l'alimentation, de l'exacerbation des crises. Il faut limiter les mandats pour leur permettre, eux, de se reposer. Et puis les lois ne se créent pas dans le hasard. Les lois se créent pour régler des problèmes. Nous, notre loi, si on doit revenir à 75 ans, c'est pour régler le problème de ces personnes-là, les obliger à se reposer, pour qu'il y ait une nouvelle élite qui va monter. Sinon, la démocratie achevée aurait bien voulu qu'on ne limite pas l'âge. Mais la démocratie, elle est encadrée. Elle est encadrée de sorte que dans la démocratie, il y a certaines règles qui permettent de ne pas quand même laisser à tout vent, chacun faire ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, ces trois personnalités, je crois que elles n'ont pas la volonté d'aller se reposer. Moi, je suis de ceux qui appellent à travers un collectif que j'appelle le collectif Tournons la page de ces aînés qui auront pour le plus jeune 80 ans en 2025 et pour le plus âgé 91 ans en 2025 et l'autre la moitié, c'est-à-dire 85-86 ans. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Tournons la page et j'encourage vraiment mon frère Assalé Timoko qui sera le porte-voix de beaucoup d'Ivoiriens qui pensent la même chose, qui pensent qu'il faut ramener cette limite d'âge de 75 ans pour tourner la page des crises qu'on a connues par la faute de trois autres personnalités. Docteur Sylvain Nguessan, je vous vois sourire depuis un moment. Que vous inspire cette proposition envisagée par Antoine Assalé Timoko? Je suis entièrement d'accord avec Antoine Assalé, je suis parfaitement d'accord. La Constitution donne tellement de pouvoir au président de la République en Côte d'Ivoire. Le président en Côte d'Ivoire, c'est un demi-dieu. Qu'on aurait besoin quand même de quelqu'un qui ne soit pas toujours en deux avions pour aller pour des soucis de santé. Quand on interroge l'histoire, on se rappelle des dernières années du président Houphouët-Boigny. Il passait plus d'années en Europe pour son suivi médical qu'en Côte d'Ivoire. À tel point que la gouvernance avait commencé à aller un peu dans tous les sens. Donc, au regard des pouvoirs, tout en m'appropriant, en adhérant pleinement à ce que Félix Bodine vient de dire, notre président a tellement de pouvoir qu'il serait intéressant qu'on ait quelqu'un qui n'a pas trop de soucis de santé, qui est toujours en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on prend la condition d'éligibilité en Côte d'Ivoire, pour aller un peu plus en profondeur, il faudra avoir 35 ans avant d'être candidat. 77% de la population a moins de 35 ans. Donc 77% de la population est exclue du jeu électoral, ne peut pas être candidate. Quand on parle de 20 millions, pour la caution 50 millions. Désormais 50 millions. Ouais. 50 millions. Il y a au moins 38% de la population ivoirienne qui ne dépense pas $2 par jour. Donc 38% de la population ivoirienne est déjà exclue du jeu électoral. Alors que dans la cartographie de la population ivoirienne, c'est à peine 3% de la population qui a plus de 65 ans. Et donc ceux qui ont 75 ans, c'est moins de 1%. Donc je ne vois pas où il serait question d'exclusion. On a besoin d'un président qui dispose d'une bonne santé. Donc il faudra insister aussi sur le test médical à faire avant d'être candidat, parce qu'on peut être jeune aussi et avoir des soucis de santé. On a besoin d'un président qui a toutes ses facultés, parce qu'il a trop de pouvoir entre les mains au niveau politique, économique, social, technologique, environnemental, légal, sécuritaire. C'est le président qui décide partout, qu'il soit en bonne santé. Très bien. Arthur? Je suis totalement contre les propositions d'Assalé, et ce que j'entends sur le plateau me conforte dans l'idée d'être totalement contre. Pourquoi vous êtes contre, vous? Première chose, on ne règle pas une injustice par une injustice. Il vient de me dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a l'injustice qu'on prendrait pour régler l'autre injustice? Et quelle est cette autre injustice? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que, pour moi, la politique, l'action politique est définie par la citoyenneté. Ça, c'est fondamental. La démocratie est liée à la citoyenneté. Et un citoyen doit bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est citoyen, donc à partir de 18 ans, on veut l'empêcher de bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Non, autant je suis d'accord qu'il faut enlever les 35 ans pour permettre à tous les citoyens d'être candidats, autant je ne comprends pas pourquoi on veut réduire notre citoyenneté. Au nom de quoi quelqu'un qui a 75 ans ne peut pas prévaloir diriger son pays? Au nom de quoi? Donc quelqu'un qui a 15 ans, si on vous entend, non, se 18 ans. 18 ans, parce que 18 ans, c'est l'âge de la citoyenneté, c'est l'âge de la majorité. Voilà. Une fois qu'il est citoyen, laissons le citoyen jouir de sa citoyenneté. C'est important. Il ne faut pas venir le couper. Au nom de quoi? Bon, écoutez, monsieur, vous voulez que je vous dise, aux États-Unis, en France, le nombre de dirigeants de grandes entreprises de plus de 75 ans est supérieur au nombre de dirigeants de moins de 45 ans. C'est plus de 26 millions d'employés. Voilà. De 26 millions d'employés. La stat est là, elle est claire. Elle est écrite aux plus de 26 États-Unis. millions d'employés. Monsieur, vous pouvez taper dans Google. Je demande si c'est l'entreprise qui 26 millions d'employés. Allez, monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. Terminez rapidement. Donc pour moi, on ne peut pas empêcher quelqu'un de diriger son pays. D'accord. Encore qu'on est en démocratie, c'est les vieux
Mais il faut dire aux électeurs qu'il est vieux, donc ne le votez pas. Et puis, il ne faut pas le voter. Si les gens veulent un vieux, c'est la démocratie. Il ne faut pas empêcher, il faut arrêter d'exclure. Et je vais terminer avec Félix Boni, qui est encore plus grave, qui veut rendre une loi, faire perdre le caractère impersonnel d'une loi. Comment pour 3 personnes, on doit légiférer et éviter? C'est comme si on dit parce qu'il y a 3 bandits qui ont eu 40 ans, tous les 40 ans, allez, au poteau. Mais ça n'a pas de sens. Non, c'est pas la même chose. Il dit que pour 3 personnes, il va faire une loi pour éliminer tous les 75 ans. Écoutez, monsieur, moi je pense que les 75 ans ont pleinement... Vous qui avez plus de 75 ans, qui vous sentez en vigueur, la société a besoin de vous à tous les niveaux. Mobilisez-vous. N'acceptez pas qu'on vous rejette. Parce que demain, on aura 75 ans aussi. On vous a bien compris. Augustin? Moi, les 75 ans, ça a été introduit dans la Constitution ivoirienne en 2000. À cette époque, les personnes dont on parle n'avaient pas 75 ans. Donc j'imagine que je sais que ceux qui ont pris cette loi, ceux qui ont introduit cette notion de la Constitution en 2000 ont pensé à autre chose, en tout cas pas à eux. Vous savez, nous sommes un pays qui a une population assez jeune et qui n'a pas où la population n'a pas une espérance de vie très élevée et aussi où les institutions, normalement, ne sont pas très fortes. Donc, qui sont liées fondamentalement au président de la République. En 2000, je pense que les gens ont pensé au cas, par exemple, du président Bourguiba, en 87, qui était là à 84 ans et qui était au pouvoir depuis 1957. Et à un certain moment, les Tunisiens, c'est vrai, se sont rendus compte que beaucoup de choses lui échappaient. Donc, Ben Ali lui a fait un coup d'État tranquille. Voilà. En 90, quand Oufoué était candidat pour la dernière fois, il avait 85 ans. Il est décédé à 88 ans. Officiellement? Oui, officiellement. Même Ben Ali, on dit qu'il est né probablement... je dis même Bourguiba, on dit qu'il est né probablement en 1903. Probablement. Je veux dire que les gens, il faut faire en sorte que des gens qui ont des partis assez forts ne monopolisent pas aussi la présidence pendant des dizaines d'années. On connaît le Cameroun avec... comme on appelle Paul Biya, oui, qui est au pouvoir depuis 82. Il est au pouvoir et je ne suis même pas sûr que les Camerounais, même s'ils voulaient changer de chef d'État, qu'ils puissent y arriver. Parce qu'ils maîtrisent tous les rouages du processus électoral. Donc moi, j'ai soutenu la Constitution de 2000 et j'estime que ceux qui ont changé cette constitution, ceux qui ont changé notamment la question de la limite, supprimer la limite d'âge, l'ont fait pour des calculs politiciens. Absolument. En 2016. Pourquoi? Ils l'ont fait juste parce qu'ils voulaient se donner la possibilité de revenir dans le jeu au cas où c'était où ça les intéresserait à la dernière minute. Et c'est bien ce qu'on a vu. Moi, je suis pour la limite d'âge à 75 ans. J'estime qu'on peut même pousser à 80. Pourquoi pas 100? Moi, je dis pas pourquoi pas 100. Je dis, moi, j'estime qu'à 75 ans, c'est bon. Et encore, il y a un aspect qui a été retiré, c'est-à-dire la question de la santé. Le test médical qui a été retiré, je souhaite que ça revienne. Maintenant, je suis conscient que Assalé va être broyé rapidement parce que c'est ici... Non, je veux dire, quand je dis broyé, je veux dire qu'il est un député indépendant et il n'a pas d'appareil, il n'a pas de groupe parlementaire. Il aura la société civile avec lui. Attention. Même ne serait-ce que programmer le texte,
ça va même pas franchir. Ça c'est très simple. Voilà. Donc, j'estime que je lui donne beaucoup de courage, mais c'est juste. Pour vous, vous ne voyez pas une issue favorable? Non, je ne vois pas. À moins que le président de la République donne des instructions à ses députés, ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée. C'est la seule voie pour que le texte puisse avancer. Très bien. Docteur Niapia? Merci bien. Comment vous réagissez? Je vois derrière cette proposition un implicite. Vous savez que la politique, lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour allouer des ressources. Et celui qui alloue les ressources a le pouvoir. Et dans le contexte africain, le parti au pouvoir est à tous les strates de l'appareil de décision. Donc bien entendu, si vous soutenez le président, vous aurez une part du gâteau. C'est le partage du gâteau. Au-delà de la limite d'âge se pose le problème de l'alternance et de la limitation des mandats. Donc ayons le courage, si on a déjà le courage de la limitation d'âge, ayons le courage de la limitation des mandats. C'est déjà fait. Ayons le courage de la limitation des mandats. Pourquoi? Il est possible, et on voit un peu en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, comment est-ce que par des changements de constitution, on remet les compteurs à zéro. Donc si on veut vraiment l'alternance et limiter le mandat présidentiel, il faut ajouter, il faut aller plus loin. L'âge, pour moi, n'est pas un problème. Mon problème, c'est le respect de la limitation des mandats présidentiels. Tout à fait. Donc si on ajoute par exemple que, quelle que soit la modification de la Constitution, tout candidat a droit à 2 mandats, on est à Vous avez fait l'abri. une proposition de texte comme ça sur l'une de vos pages? On va aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez droit à 2 mandats. Même si on change de constitution, c'est 2 mandats. Mieux, peu importe votre durée de vie, vous ne pouvez faire que 2 mandats. Au moins, on est sûr que l'alternance... Oui, ça fait sourire, mais c'est par expérience qu'on le dit. Allons plus loin. Allons plus loin. La Côte d'Ivoire a des ambitions. Peut-être chacun a des ambitions pour la Côte d'Ivoire, mais on a tous des ambitions. Et tant qu'un camp va maîtriser l'appareil d'État pour se maintenir au pouvoir, pour allouer les ressources aux mêmes problèmes, aux mêmes personnes, aux mêmes groupes, on aura toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Lorsqu'un parti est au pouvoir, ses activités se superposent aux activités du gouvernement. Donc, à un moment donné, on ne fait plus de différence entre le gouvernement et le parti politique. Et c'est ce qui crée les tensions. Donc, ici, le défi, c'est l'alternance démocratique. Si c'est 2 ans, on fait tout pour rester dans les 2 ans. Ok. Voici un peu ce que j'avais dit. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Mais bien sûr. On est d'accord avec ça. Tout à l'heure, quand vous avez interrogé les personnes dans la rue, sur 5 personnes, bien 6 personnes sont intervenues, il y avait une seule qui était contre. Ah, c'est votre Et il y avait 5 qui étaient pour. Oui. C'est ce que j'ai entendu. C'est votre Il y en a même qui voulaient que... Non, c'était un constat. D'accord. C'est un constat. Mais en même temps, je vais dire, il y a un philosophe français, Royer Collard, qui a dit les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil des peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constitution porte en elle les strates, les stigmates, les traces de l'histoire d'un peuple. Aux États-Unis, jusqu'en 1947, il n'y avait pas de limitation de mandat. Mais de fait, il y avait le mandat. Laissez-moi finir mon développement. Il n'y avait pas de limitation de mandat. C'est quand Roosevelt a fait 4 mandats, dans un contexte de guerre, Seconde Guerre mondiale. Il a fait 4 mandats. Même sa femme a témoigné dans un livre que son mari, à cause de l'usure du pouvoir, ne gérait plus le pays. Sa femme, sa propre femme. Les Américains ont tiré conséquence pour dire on va limiter maintenant les mandats. Ils ont inscrit ça dans la Constitution. C'est un fait. La Côte d'Ivoire, pour en revenir à la Côte d'Ivoire, tout dans le cas où j'ai fait mon développement, je n'ai pas ciblé des individus. Parce que je ne cible pas des individus. Mais nous sommes dans un constat. Et c'est un constat qui est connu par tous les Ivoiriens. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre. Ça fait 30 ans. Et la Constitution, M. Babo Laurent l'a dit en 2000, on la prend pour régler un problème ponctuel à un moment donné. C'est lui qui l'a dit. Oui. Et d'ailleurs, je suis en train de leur rendre hommage, et à M. Bédier, et à M. Babo, et à M. Ouattara. Je leur rends hommage en donnant acte à leur volonté de limiter l'âge pour la Constitution. Je leur rends hommage. Et donc, on fait le test. Parce qu'il faut être clair. Si on reste dans cette affaire, dans cette histoire, qu'on s'en va en 2025, avec les mêmes acteurs, avec un système qui a connu l'explosion en 2010, avec les rancœurs rétuites, avec la guerre qui est dans le cœur de chacun. Si on va en 2020, 2025, avec les mêmes acteurs, M. Ouattara tient l'appareil,
Je ne vois pas au nom de quoi il va créer les conditions pour que M. Gbagbo soit président. Donc, ce n'est pas la volonté du peuple de Côte d'Ivoire qui va s'exprimer en 2025. Exact. Donc, on est en guerre. Par conséquent, la loi peut être utilisée pour mettre fin à un système potentiellement dangereux pour un pays. Les Ivoiriens sont fatigués. Et moi, je suis d'accord pour que le test soit proposé. Et moi, je vais le faire. Quelles que soient les conditions, je vois des menaces déjà. Je vous envoie des vidéos aujourd'hui. Je vois déjà des menaces de matamor qui n'ont pas tiré de leçons de la guerre qu'on a vécue et qui menacent encore. Le test va aller au Parlement. Si le parti au pouvoir estime que ce que M. Ouattara lui-même a dit, qu'il veut renouveler la classe politique et qu'il donne instruction pour que le test passe, il passera. Maintenant, si on veut demander aux Ivoiriens de donner leur avis, on va aller au référendum. Les Ivoiriens vont voter. Si les Ivoiriens veulent que les trois se reposent, ils vont se reposer. S'ils ne veulent pas, eh bien on sera en 2025 et puis on assumera tous. C'est tout ce que je voulais dire. Soutien, Voilà. soutien, En fait, ils sont soutien bien, comme Arthur. ça, lui, il va... Non, ils sont bien déjà je reviens à vous tout de suite. Allez-y, Arthur, rapidement. Voilà. Non, ça peut être rapide. Non, si, ça peut être rapide. Non, si, il vient de parler 1 minute 30. Non, non, parce qu'il y a trop de gens pour. Donc, Non, mais- donc, non, non, 1 minute 30, Ok. Arthur. Ce que je veux dire, j'insiste dessus. La démocratie, elle est belle parce qu'elle permet à la majorité de s'exprimer. Et je répète, si la majorité estime que son président est vieux, elle ne va pas le révoter. Moi, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'argument sincère. On me dit l'état de santé, mais il y a des jeunes qui sont plus malades que des vieux. On me dit... D'où la clause de la visite médicale. Donc, elle suffit. Si on fait la visite médicale, on n'a plus besoin de l'âge. On n'a Ça, plus c'est besoin votre de point de l'âge. vue. Parce Poursuivez. que l'âge, on ne peut pas... Utiliser l'âge, c'est discriminant. Et c'est pas possible. Tout comme On les peut moyens pas venir- financiers. S'il vous Oui, je suis plaît, d'accord. s'il vous plaît. Mais on parle de l'âge. Si le problème, c'est que les gens sont en mauvaise santé, on a le certificat médical. Si le problème, c'est que les gens se pérennisent au pouvoir, on a la limitation des mandats. L'âge n'est pas important. La démocratie, elle se base sur la citoyenneté. Moi, j'insiste là-dessus. On ne peut pas fouler au pied la citoyenneté de certaines personnes. Au nom de quoi? Je prends un exemple. Quelqu'un qui a mené sa vie de général, il ne peut même pas faire de politique dans sa vie, jusqu'à ce qu'il parte à la retraite à 63 ans. Il décide, ok, je prends 2 ans pour me reposer, 65 ans, même 70 ans, bon, je vais refaire de la politique. Au nom de quoi tu veux lui interdire lui de faire de la politique? Un homme d'affaires qui dirige son empire, on pense Jean Diagou, à partir de 80 ans, toujours vigoureux, il estime qu'il a la compétence et la force pour diriger la Côte d'Ivoire. Au nom de quoi tu le lui empêches? Non. Permettons à tous ceux qui veulent diriger les Ivoiriens d'aller compétir devant les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont choisir parmi eux. D'accord. Si l'argument c'est de dire que les trois nous créent des crises, mais il faut le dire et puis les Ivoiriens vont pas les voter. C'est tout. D'accord, on vous a bien compris. Dans ce cas-là, il faudra revoir... S'il vous plaît. Dans ce cas, il faudra... Sylvain Nguessan. présumer de la Arthur, guerre. vous avez terminé. Sylvain Nguessan. Dans ce cas, il faudra revoir toutes les conditions d'éligibilité. Être candidat à partir de 18 ans. La caution, c'est $2 symboliques. Il n'y a plus de parrainage. On lance la campagne 2025. Ceux qui ont 18 ans peuvent être candidats jusqu'à 120 ans, jusqu'à 150 ans. Non, jusqu'à la vie. Oui, on paye $2 symboliques parce que bon, $2 c'est quand même 61% de la population ivoirienne. Et puis bon, on verra ceux qui seront candidats. On gagne et puis... Non, une loi exclut par essence. On ne peut pas exclure sur l'âge. S'il Ça, c'est vous pas plaît, possible. messieurs. Arthur, vous avez terminé. Il vous a laissé finir. Il Terminé, a le docteur monopole Sylvain de Nguessan. la vérité, Arthur. Comment? Il a le monopole de la vérité. Non, il n'a pas le monopole de la chacun vérité. défend ça ses se voit. idées. c'est la Chacun rhétorique. défend ses idées. Arthur, vous avez terminé. Docteur Sylvain Nguessan, allez-y. Une constitution est censée donner une certaine orientation à un pays. C'est tout à fait normal. La loi, ce n'est pas une neutralité axiologique. Elle répond à un besoin donné, à un moment donné. La constitution de 2021 ne peut pas être la constitution de 1960. Ce n'est pas les mêmes aspirations, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc nous avons besoin d'une constitution qui réponde aux enjeux actuels. Et notre constitution aussi, décriée soit-elle, à son article 117, montre les deux voies. On n'est pas obligé d'aller au référendum pour apporter la modification constitutionnelle. Si les députés que nous avons élus sont largement pour cette réforme, elle est appliquée. S'ils s'y opposent, on en sort donc, vous avez tout. Allez-y. Ou bien alors on vient à 18 ans et puis $2 symboliques pour être candidat en 2025. Mais bien sûr. Félix Bonny. Je crois, Arthur, la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. D'ailleurs, c'est l'une des formes de gouvernance. Il y a 4 formes de gouvernance. La démocratie se distingue totalement de l'anarchie. Donc, ne nous ramenez pas aux 18 ans pour que nous ayons des gamins qui dorment encore dans les salons de leurs parents. La plupart des pays du monde ont 18 ans. Tout à l'heure, Arthur a voulu sortir des chiffres ici en me disant que la plupart des dirigeants aux États-Unis ont tel âge, oui, parce que nous sommes dans des pays où les populations sont vieillissantes. Et ces populations vieillissantes, on essaie même chaque fois, même en Europe, par exemple, on continue le débat continue. En France, sur l'âge de la retraite, on veut même aller encore jusqu'à 65, 70 ans parce que les populations sont vieillissantes. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 70% de jeunes. C'est-à-dire notre population est composée de 77% de jeunes. Mieux,
Nous vivons une situation de crise depuis des années et les lois sont faites pour régler des problèmes. Un des 3 présidents en Côte d'Ivoire a dit ceci, les lois sont faites, le vote des lois, c'est pour régler des problèmes. Ouais. Et les constitutions dans tous les pays ont évolué pour régler des problèmes. Il a donné tantôt le cas de Roosevelt aux États-Unis. On a le cas, par exemple, de la Tunisie qui, je ne serais pas surpris, va éventuellement changer sa constitution parce qu'on a voté Béji Caïb Essebsi à l'âge de 80 années. Et 4 ans après, il est mort au pouvoir. Et ça a failli créer un gros vide. Et je ne serais pas surpris, même qu'aux États-Unis, même là où on est, aux États-Unis, que dans les années à venir, qu'on puisse penser éventuellement à une limitation de la... Et la Constitution américaine, elle a évolué pendant plusieurs étapes. Elle a franchi plusieurs étapes qu'on peut en soit à la Constitution actuelle. Moi, je dis, la Côte d'Ivoire est en crise depuis 30 ans. Et la crise ivoirienne, là, elle est collée à des individus. Et si les lois qu'on doit voter doivent permettre à ces individus de pouvoir les accompagner tranquillement, on va les voter pour que ces personnes libèrent le pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui doit devenir un État-nation, a besoin de la réhabilitation sociale et de la restauration de la nation ivoirienne. Et pour la restauration de cette nation, on n'a pas besoin d'avoir 3 individus en 2025 aux élections présidentielles. On vous a bien compris, Félix. Pleinement à saler pour l'initiative. Très bien, on vous a bien compris. Vous l'avez déjà dit, on vous a compris. Arthur Banga, je vous donne la parole, mais une question pour vous, de l'un de nos internautes. Arthur Banga, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas demander finalement de faire sauter la limitation d'âge dans nos différents concours? Parce qu'il confond un droit civique et un droit social. La politique, c'est la citoyenneté. Et puis le droit du travail, c'est notre droit. Je parle de citoyenneté. Il veut des exemples de présidents jeunes qui sont morts. Il veut que je dise Yaradoua. On peut être jeune et puis mourir. Et puis on peut être vieux et puis on va durer. Donc, la question de la mort d'un président, elle est réglée dans la Constitution par sa succession. Il y a juste à appliquer la loi. Moi, je dis oui, effectivement, les députés peuvent choisir, mais j'estime qu'on ne peut pas discriminer sur l'âge. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Parce que, au nom de quoi, quelqu'un de... Et puis, si on veut appliquer la limite d'âge à la moyenne d'âge, tous les 5 ans, on va changer la moyenne d'âge. Parce que nous, dans 5 ans, la moyenne d'âge va changer. Donc, ça, c'est des choses qui ne tiennent même pas debout. Quelqu'un est citoyen qui bénéficie de sa citoyenneté. Dieu merci, on est en démocratie. Donc, si le peuple voit qu'il est vieux, il ne va pas le voter. Mais pourquoi vous avez peur du peuple? Donc, alors, c'est que chacun parle devant le peuple et son âge. Je veux dire un mot. Oui, mais qui a peur du peuple? La Constitution de Côte d'Ivoire a prévu son mode de révision. Il n'y a pas de... Laisse-moi finir. La Constitution de la Côte d'Ivoire a prévu son mode de révision. Ce mot appartient au président de la République et aux députés. Un député dit, moi je tue la loi pour modifier la Constitution. Ok, un citoyen peut dire je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je fais. Mais je ne pas du d'accord. Monsieur, on vous a bien compris, ce débat va se poursuivre. Ce débat va se poursuivre. C'est pas décider, nous on décide au Parlement. Pour l'instant, je débat. D'accord, très bien. Monsieur, le député Antoine Assalet Timoko a prévu de faire cette proposition, d'introduire cette proposition en 2022. On vous a bien compris. Dans cette émission désormais, il y a la dernière rubrique qu'on appelle les cartons de la semaine, qui consiste, s'il vous plaît, Arthur Banga, c'est moi qui parle maintenant. On va refaire un nouveau débat. De grâce, s'il vous plaît, monsieur. Une nouvelle rubrique, les cartons de la semaine, qui consiste à encourager ou sanctionner ou dénoncer une personnalité, une institution qui s'est bien ou mal illustrée. Ce sera après ceci. Monsieur, cette semaine... le ministre en charge de la lutte contre la corruption a donné une conférence de presse avec le procureur de la République annonçant des poursuites contre des policiers et des gendarmes qui se seraient rendus coupables de corruption. Quel carton vous donneriez? Félix Zoni? Carton vert? À qui? Au ministre. Au ministre Epiphane Zorobi? Pour qu'il continue cette lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Arthur Banga? Carton vert au ministre et préciser quand même que dans la formation de nos policiers, on insiste surtout sur ce sens du service public. Et donc, carton vert au ministre qui le fait, carton rouge aux policiers qui ne respectent pas. D'accord. Docteur Sylvain Nguessan? Pourquoi c'est pas les gendarmes et les policiers qui ont bien voulu commencer? Non, il a annoncé une série de poursuites par le cadre de l'administration. Les gendarmes et les policiers, c'est tellement facile de les taper. Quel est le carton que vous donnez, vous? À qui? Au ministre. D'accord. Vous demandez au ministre d'aller doucement, de faire attention. Pourquoi ce sont les gendarmes et les policiers qui choisissent? C'est sûr qu'ils choisissent de taper. C'est tellement facile de taper sur les policiers et les gendarmes aujourd'hui. Très bien. Augustin Couillon? Moi, je l'encourage, mais je lui dis que ce n'est pas là le plus gros poche de corruption.
D'accord, très bien. Docteur Niapia? La corruption enrichit les individus et appauvrit l'État. C'est cela. Donc il faut lutter contre la corruption, il faut être ferme là-dessus, mais à tous les secteurs, et c'est simultanément qu'on va y arriver. Très bien. Antoine Assalé-Timoko? Quand vers au ministre et lui demander de soutenir la réforme qu'on va faire pour que les dirigeants des institutions de l'État qui sont aux 80 ans, qui sont complètement dans l'incapacité de gouverner, soient retirés du système. Très bien. Carton vert. Très bien. Alors, monsieur, mise en place par le Conseil national de sécurité, le CNS, pour réprimer une pratique qui fait perdre à l'État plus de 500 milliards de francs CFA de recettes, le gouvernement, le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal poursuit ses opérations. Et après les zones nord et centre, l'unité a mis le cap sur l'ouest du pays. Bilan de l'opération, 39 orpailleurs clandestins arrêtés et plusieurs installations détruites. Quel carton vous donneriez à ce groupement? Un verre, peut-être? Félicitations particulières au chef, le colonel Mou. D'accord. Pour vous, Arthur, c'est un carton vert. Félix? Carton jaune parce qu'il y a des agents qui participent, qui sont très complices, y compris des membres du corps préfectoral dans les différentes régions, et qui font que leur paillage se fait au bas et au nez de ces agents et qui ne disent rien, qui sont complices du développement de ce phénomène. Docteur Sylvain Nguessan? Carton vert pour l'institution et non la personne qui dirige. D'accord, très bien. Augustin? Carton vert pour la lutte contre l'orpaillage clandestin. D'accord. Docteur Niapia? Carton vert, mais il faut encadrer pour que l'État puisse se saisir de ce secteur industriel-là. Il ne faut pas juste réprimer, mais il faut formaliser et encourager. D'accord. Antoine Assalé-Timoko, un verre aussi? Approuve, ouais. D'accord. Un carton jaune pour Arthur Banga, que je délivre moi-même, parce qu'il a beaucoup interrompu ses co-débatteurs ce soir. Un carton vert à tous nos invités d'NCI 360. Merci de participer au débat. Un carton vert pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui contribuent au débat. Oui, un carton vert à NCI, parce que malheureusement, on a retenu 2 minutes de scandale. Pourtant, NCI est la chaîne qui se bat pour les débats, comme on le voit tout à l'heure, qui se bat, qui donne la parole aux femmes. Et donc, carton vert, tous mes encouragements à NCI, et je vous demande de continuer sur cette voie pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Augustin veut dire quelque chose? Je veux dire que NCI n'a pas été sanctionné. D'accord, très bien. Déjà, merci d'avoir suivi ce débat. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de NCI 360 que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci d'avoir fait le débat avec nous sur les réseaux sociaux et en nous appelant. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre magazine NCI 360.